Donc, tout d'abord, on est ravis de vous avoir parmi nous pour parler aujourd'hui de bilan carbone et de décarbonation de l'IT. On va voir comment construire concrètement une feuille de route de décarbonation. Et donc, on a autour de la table 4 personnes. Et donc, je vais laisser chacun se présenter dans l'ordre de la slide, on va dire. Donc, bonjour à tous, Émilie Combé, je suis au département informatique de Sequence et en charge de Green IT chez Sequence. Enchantée. Bonjour à tous, je suis Gwenaëlle, je suis Senior Global Impact Manager chez Brevo. Pour ceux qui ne connaissent pas Brevo, on a changé de nom en début d'année. On s'appelait Sending Blue jusqu'en mars-avril. Et on est le leader européen du marketing relationnel, donc pour faire plus simple, de l'emailing. Bonjour à tous, Julien Rouzet, je suis un des cofondateurs de Soft, un logiciel spécialisé dans la décarbonation de l'IT. Donc, nous travaillons avec Sequence et d'autres clients pour les aider à décarboner le numérique. Et donc, Laurent Barbezieux, donc, c'est un des cofondateurs d'Axio. Donc, nous, on est spécialisé sur la mesure d'empreinte carbone et la définition de trajectoire et de plan d'action. On a une plateforme logicielle et des consultants. On n'est pas que sur l'IT, on est sur toutes les fonctions et donc on est assez complémentaire de Soft. Et on travaille depuis quelques temps maintenant avec Brevo. Donc, on va être ensemble une petite heure. On va essayer de parler juste 40 minutes et pour garder du temps pour des questions à la fin. Évidemment, si vous avez des questions au cours du webinaire, posez-les dans les chats. Comme ça, lui nous les faire monter et on essaie autant que possible d'y répondre en live. Euh, Ensuite, pour l'agenda, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va voir quel est l'apport du numérique dans le bilan carbone des entreprises, tout simplement. Ensuite, on va avoir un focus sur la part du numérique au global. Ensuite, la décarbonation de l'IT, quels sont les défis qu'on a aujourd'hui, comment on s'y prend concrètement pour décarboner, et comment une trajectoire de Green IT s'intègre dans une trajectoire bas carbone d'une entreprise de manière plus globale. Donc voilà, on va rester sur ces sujets. Donc, on va commencer par la part du numérique dans le bilan carbone. Alors, quelques chiffres pour avoir les éléments en tête. Aujourd'hui, le numérique, au niveau mondial, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 4 fois les émissions de la France, c'est autant que tous les avions dans le monde, donc c'est pas négligeable. Si on fait rien, ça va être 10% en 2030, simplement parce que c'est un secteur qui se développe fortement, soit autant que l'industrie automobile. Donc, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir avoir une trajectoire de croissance des émissions du numérique, et pourtant on va être dans des sociétés de plus en plus digitales, donc il va falloir faire du numérique, mais différemment. On voit que le sujet de la mesure de l'empreinte environnementale, pas que carbone, il y a d'autres dimensions, on va revenir dessus, est un sujet qui commence à être traité notamment via la réglementation. Pour citer 2 exemples, en France, donc on a la loi REEN sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui date de 2021, qui donne un ensemble d'obligations pour les collectivités locales d'avoir une démarche numérique responsable, de l'éco-conception des écoles d'ingénieurs, l'information consommateur, etc. Donc on a des réglementations sectorielles qui se mettent en place. Et on a une réglementation chapeau très importante qui s'appelle la CSRD, qui va concerner plus de 50 000 entreprises en Europe et qui va les obliger à déclarer des informations sur leur empreinte environnementale, carbone, eau, matière, etc., ainsi que des actions pour réduire leur empreinte. Donc on est dans un moment de bascule d'un point de vue notamment réglementaire, où les organisations et les entreprises en particulier vont devoir rendre des comptes, et le numérique est un des sujets sur lesquels il va falloir avancer. Donc, on va parler aujourd'hui de l'empreinte du numérique. Et du coup, le plus simple, c'est de laisser un acteur du secteur en parler. J'ai une question pour Brevo. Euh, bah, je comprends, Gwenaëlle, donc Brevo, c'est une entreprise de marketing digital. Pourquoi vous avez voulu réaliser votre bilan carbone? Ouais, merci. Bah, écoute, en fait, Brevo, c'est une société qui est multinationale. Donc, on a des bureaux en Inde, en France, en Amérique du Nord. Et c'est vrai que depuis le début, depuis la création de l'entreprise, on a surtout en fait orienté notre stratégie RSE sur les sujets sociétaux, en rejoignant par exemple Second Parent Act, Parity Act, etc. Et c'est qu'en 2021, en fait, qu'on a décidé, sous l'impulsion de notre CMO, de rejoindre le Climate Act pour avoir une meilleure compréhension de l'impact du service Standing Blue sur l'environnement. Et donc, à partir de 2021, donc on s'est engagé à réaliser
le calcul de notre empreinte carbone scope 1, 2, 3, donc ce qui veut dire qu'on prend en compte aussi bien nos émissions directes qu'indirectes. Donc, alors, Et du coup, quand on dit émissions directes, indirectes, concrètement pour une entreprise qui au métier, c'est d'aider ses clients à envoyer des emails, qu'est-ce qu'on va devoir regarder? on va regarder plein de choses sur la partie collaborateurs et bureaux. On va prendre en compte, par exemple, nos consommations d'eau, d'électricité, la gestion de nos déchets dans les différents bureaux, comment les salariés vont se déplacer entre leur domicile et le travail, les business travel, les déplacements, pardon. Je suis désolée, on travaille beaucoup en anglais, donc parfois ça revient automatiquement. Et ensuite, si on se focalise en fait sur plus particulièrement le service Sendinblue Brevo, donc la campagne d'emailing, on va prendre toutes les datas qui sont liées au schéma que vous voyez ci-dessus. Donc ça va partir de la personne qui va créer la campagne d'emailing. Donc où est basée cette personne, parce qu'en fonction de sa localisation, ça ne sera pas le même mix énergétique. Combien de temps cette personne va passer sur la plateforme à créer sa campagne d'emailing? Est-ce que cette personne va intégrer des images, des vidéos? J'ai oublié de le mentionner, mais est-ce que cette personne va créer sa campagne depuis un ordinateur? Ensuite, l'emailing va être envoyé, et j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, ce qui va également avoir un impact, c'est est-ce que cette campagne est envoyée à 10 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Ça va passer par les data centers, et ensuite, on va arriver chez le client qui reçoit l'emailing, et donc là, on va malheureusement avoir beaucoup moins de données pour des raisons de GDPR. Donc, on va faire des suppositions sur OK, quel est le taux d'ouverture? Combien de temps les personnes vont passer à lire l'email? Est-ce qu'ils vont le faire depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur? Claire. Je pense qu'on peut. Ouais. Et du coup, ça, cet exercice, donc vu que vous êtes dans le Climate Act, vous vous engagez à le faire chaque année depuis 2020, c'est ça? Exactement. Et donc, depuis chaque année, depuis 2020, donc là, vous avez les résultats. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'impact du numérique ne fait que croître. Il augmente à peu près de 30%. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, en parallèle, nous, le nombre de clients, il augmente également de 30%. En 2020, eh ben, il y a eu en fait l'impact Covid, où en fait les associations, les petites et moyennes entreprises, elles ont eu un énorme besoin de renforcer les liens avec leur communauté. Donc de ce fait, elles ont envoyé de plus en plus d'emails, ce qui également impacte en fait notre émission nos émissions carbone. Ça va être également le fait que nos clients passent de plus en plus de temps à créer leur campagne de newsletter, et vont créer des campagnes de newsletter avec du contenu qui est de plus en plus également important. Et donc, le sujet des emails, c'est souvent un sujet qui est, et de notre point de vue à tort, mis en avant quand on parle d'empreinte du numérique. Enfin, il y avait quelques mois une ministre qui en avait parlé. Du coup, une des questions qu'on se pose quand on parle de l'empreinte du numérique et l'empreinte des emails, c'est, vu qu'on va quand même avoir des besoins de communication, euh, combien ça représente les emails par rapport à d'autres manières de communiquer, notamment pour du marketing? Donc, je sais pas ce que vous avez pu faire là-dessus. Et en fait, en faisant le calcul de notre empreinte carbone, en fait, ça nous a permis également de faire un comparatif avec les autres médias de communication. Et donc, la conclusion en fait de cette étude, c'est que une campagne d'email sera beaucoup moins polluante qu'un spot télé en Europe, un spot télé aux États-Unis, parce qu'évidemment, c'est pas le même mix énergétique, que l'envoi d'un courrier. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que si demain vous partez en vacances, n'envoyez pas une carte postale à votre grand-mère, envoyez-lui plutôt un petit email. Et Laurent, je crois que tu avais un petit peu plus d'informations sur l'impact des vidéos Instagram et YouTube. Ouais, tout à fait. En fait, un des points intéressants derrière le sujet de l'email, en fait, c'est les types d'usage et ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire qu'on voit que
Pour envoyer un message, un email, c'est beaucoup plus efficace qu'envoyer du papier qui va dans un camion, ce qui intuitivement est pas absurde. Ce qu'on voit comme tendance sur le numérique, c'est on a de plus en plus de supports vidéo. Et aujourd'hui, c'est des sujets qui sont encore assez peu transparents. On avait voulu, avec Brevo, regarder l'empreinte carbone moyenne d'une plus de 30 secondes sur YouTube ou d'un pré-roll de 5 secondes sur Insta. Et en fait, les données sont pas assez transparentes aujourd'hui. Donc, ce qu'on a pu juste regarder, c'est en volume de données. En fait, on a des ordres de grandeur gigantesques parce qu'envoyer en moyenne, c'est environ 100 kilooctets en email marketing. C'est très vite plusieurs mégaoctets des vidéos. Donc, on a moins d'impact. Mais si on veut vraiment faire une comparaison propre d'un point de vue CO2, on a besoin que tous les acteurs du numérique soient beaucoup plus transparents. Parce qu'en fait, ça peut être contre-intuitif, certains sujets. C'est pas parce qu'on a 100 fois plus de mégaoctets qu'on a 100 fois plus d'émissions. Aujourd'hui, on n'a pas encore la donnée avec la bonne précision. Il y a quand même un point un peu intuitif. Les emails, on les a créés avec l'invention d'Internet, donc c'est quelque chose de très robuste et très léger. Donc c'est pas le sujet, il ne faut pas en envoyer pour rien et les spams, c'est pas utile. Mais le vrai sujet sur le numérique aujourd'hui, c'est la vidéo qui représente 2 tiers ou 3 quarts du volume de données et qui alimente le renouvellement des appareils. Et, donc, là, on a parlé un peu d'un exemple pour une entreprise dont c'est le cœur de métier et donc qui a fait une étude détaillée sur la partie carbone. En fait, le carbone, c'est pas le seul sujet quand on parle de l'impact du numérique. Et je pense que Julien, tu as des éléments à nous dire là-dessus. Absolument. Alors déjà, il y a une première petite question déjà le numérique, on peut le schématiser en 3 grands tiers, à savoir donc les terminaux qui vont, on va dire, être composés des smartphones, laptops, enfin pardon, des téléphones, des ordinateurs, des montres connectées et cetera. Ensuite, on a la partie, réseau, donc tout ce qui est câbles, antennes Wi-Fi et compagnie, et les bien fameux, data centers qui sont rien d'autre que finalement des grands hangars avec, des fermes de serveurs à l'intérieur. Donc la petite question déjà, c'est, selon vous, lequel de ces tiers a la plus forte empreinte carbone? C'est déjà Désolée, j'ai pas fait le sondage interactif, mais vous pouvez répondre dans le chat. un Brice qui parle du réseau, le data center qui sort. Les terminaux, très bien. Alors, il y a pas mal il y a pas mal de terminaux. Alors, rapidement, pour répondre à Brice qui a mis les réseaux en tout premier, il faut avouer une chose, c'est que, sur le réseau et c'est un peu ce que mentionnait finalement en filigrane, Laurent, c'est que, à partir du moment où le réseau est totalement est assez opaque en fait, dans le sens où, chaque paquet de données va circuler dans différents câbles, à différents endpoints et en fait, on ne sait jamais vraiment par où ça passe et c'est toute la magie d'internet finalement d'être un peu inviolable dans ce sens-là. Donc on a encore pas mal de difficultés à mesurer l'impact du réseau. Mais, on ne serait pas étonné de voir dans les prochaines années des papiers, aboutir et nous donner une maille plus fine et voir l'impact du réseau augmenter au sein de sa famille, numérique. Les data centers, effectivement, on l'a vu aussi, a été cité parce que, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de leur consommation énergétique, de leur consommation en eau. Vous l'avez vu lors des dernières sécheresses, notamment en Hollande où Microsoft, s'est fait un peu, rabrouer parce qu'ils consommaient plus d'eau que ce qu'ils avaient prévu dans leur cahier des charges, alors qu'on était dans une période un peu de stress hydrique. Et en revanche, bon, j'y reviendrai, mais c'est effectivement les terminaux aujourd'hui dans un pays, en tout cas très décarboné comme nous sommes en France avec l'énergie nucléaire, c'est vraiment les terminaux qui vont prendre la grande partie. Mais je vous montre tout de suite, enfin juste après, les chiffres sur l'enquête, l'étude qui a été menée par l'ADEME, l'ARCEP. Si on passe à la slide suivante, une note. Donc ça, c'est ce qu'on vous a présenté. Il y a ces 3 différents, tiers et donc pour les faire fonctionner, il y a évidemment besoin d'énergie. Donc, c'est pour ça que les enjeux vont pas être les mêmes en fonction des pays. Si vous vous retrouvez en Pologne où, potentiellement aujourd'hui vous êtes à peu près à 900 grammes du kilowattheure versus la France, où vous êtes une cinquantaine, soixantaine de grammes kilowattheure, vous allez comprendre que, nous, on va devoir se concentrer sur la deuxième partie
de la slide là qu'on va voir, c'est sur la partie matière première, donc sur la partie fabrication. Aujourd'hui, fabriquer un téléphone, et on va y venir, mais c'est énormément de matériaux, c'est des kilos et des kilos de matières premières, c'est des composants chimiques, c'est de l'eau, beaucoup, trop. Donc voilà, il y a vraiment ce qu'on appelle un sac à dos écologique important lié à ces équipements téléphoniques. Et on y revient, on vous pose la question juste après. Donc, pour répondre finalement à la question que je vous ai posée en introduction, comment se compose finalement l'impact environnemental du numérique en France? Donc ça, c'est une étude de l'ADEME-ARCEP qui a été publiée il y a 2 ans désormais. On voit que en fait, les terminaux, et donc ça comprend bien les terminaux, la phase de fabrication et la phase d'usage, c'est pour près de 80% de l'impact du numérique en France. Les data centers vont compter, eux, pour 16% et le réseau pour 5%. Donc ça, c'est ce que vous voyez dans le camembert. Il faut prendre en compte 2 particularités dans ces chiffres-là. Le premier, donc, comme je vous le mentionnais, c'est que la France est basée sur un mix énergétique très décarboné. Donc ça veut dire que l'énergie primaire qui est utilisée pour fabriquer de l'électricité en France n'est pas carbonée, puisque c'est du nucléaire, c'est du plutonium, uranium. Donc on n'a pas très peu de déchets, d'émissions de CO2 liées à cette activité nucléaire. En revanche, voilà, si vous allez en Allemagne ou en Pologne, où l'énergie primaire pour fabriquer l'électricité va plutôt être du charbon, là, vous allez avoir un mix énergétique beaucoup plus carboné, donc avec beaucoup plus d'intensité carbone. Mais ça, je vous en parle encore juste un peu après. La phase de fabrication, on en a parlé, donc très important dans notre pays. Et si on regroupe les 3 tiers, si on les agglomère, donc on reprend le réseau data center et terminaux, donc on prend tout ce qui va concerner les serveurs, les box Wi-Fi, les câbles, etc. La fabrication, ça représentait 78% de l'empreinte carbone. Donc voilà, ça, c'est juste énorme. Et donc, vous vous doutez bien, une des bonnes pratiques qu'on essaie de prodiguer à nos clients aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'étendre au maximum la durée de vie du matériel en le réparant, en ne cédant pas à l'obsolescence psychologique ou ce genre de mécanismes qu'il faut faire jouer pour essayer de prolonger, parce qu'il y a une vraie tension à la fois géopolitique, économique et minière, en fait, naturelle sur ces matières premières-là. Une petite question pour vous. Donc, comme je vous l'ai expliqué, un sac à dos écologique, c'est vraiment le nombre de kilos, c'est les ressources qui sont nécessaires pour construire un équipement. Donc là, on vous pose la question, vous avez 2 petites questions. La première, c'est quel est le sac à dos écologique, donc en kilogrammes de ressources d'un ordinateur portable? Et quelle est la même question exactement pour un smartphone? Donc on vous laisse le temps de répondre. Et pour information, donc ça, ce sont des chiffres qu'on va vous illustrer juste après. Mais voilà, encore une fois, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des choses qui vont évoluer dans le sens où l'industrie minière n'est pas forcément toujours la plus transparente sur ses activités. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui nous manquent en termes d'intrants pour avoir des analyses précises et granulaires. Néanmoins, on a quand même déjà une bonne première idée, et vous allez voir, ce sont des chiffres qui sont assez éloquents, parmi nos clients aussi, ce sont des chiffres qui sont utilisés pour justement inciter on va dire, les collaborateurs à renouveler moins souvent et à ne pas céder justement à cette fameuse obsolescence psychologique. Est-ce que vous avez Tu bien vois eu les résultats, Julien? Non, je ne vois pas les résultats. On a 62% du panel qui pense qu'un ordinateur portable, c'est 800 kilos. Bravo. Et 70% qui pensent qu'un sac à dos pour le smartphone, c'est 100 kilos. OK, bah, alors bravo pour l'ordinateur portable. Effectivement, on est sur 800 kilos. Ouais, merci, là, je vois les résultats. Et alors sur le téléphone, concrètement, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à un public d'experts, c'est cool. Sur le téléphone, en général, aujourd'hui, ce qui est établi, c'est qu'on parle de 70 kilos. Évidemment, les choses évoluent très vite, comme je vous le disais. Donc concrètement, le but n'est pas d'être au nombre de kilos près, mais plutôt voilà, d'avoir quand même une idée des ordres de grandeur de ce que ça implique de faire fabriquer son ordinateur ou son téléphone. Là, vous le voyez à droite, donc
le sac à dos écologique d'un ordinateur de 2 kilos, hein, c'est celui que vous avez en face de vous aujourd'hui, c'est 200 kilos d'énergie fossile, donc, notamment pour l'extraction, mais aussi pour faire fonctionner les usines, etc. 600 kilos de minéraux. Ça, c'est important à comprendre. Vous entendez souvent parler des terres rares. Les terres rares, de manière très contre-intuitive, ne sont pas rares, mais sont très diffuses, en fait, dans le sol. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'extraire des montants pharaoniques de roches ou de terre pour en extraire une quantité infinitésimale de, de minerais, en fait. C'est le cas, par exemple, de l'indium, que tout le monde a de l'indium dans son écran tactile. L'indium, c'est plus d'1 tonne de roches excavées pour en retirer seulement quelques grammes. Donc, on est vraiment sur ce genre de ratio-là. Et un des autres problèmes, évidemment, du numérique, c'est l'utilisation d'eau douce, en fait. Pourquoi eau douce? Parce que dans un procédé industriel, si vous utilisez de l'eau salée, on va pas avoir les mêmes réactions. Donc, concrètement, et on utilise aussi beaucoup d'eau douce. Donc, il y a un vrai impact sur le stress hydrique. Et vous le savez, avec le réchauffement climatique, c'est un sujet qui va pousser de plus en plus sur les prochaines années. Le smartphone, j'y reviens pas, hein, mais c'est un objet que nous avons tous, parfois certains même en plusieurs exemplaires. Voilà, c'est pareil pour un smartphone de 200 grammes, c'est entre peut-être 70 et 100 kilos. Moi, j'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, on parle de 70 kilos, mais on n'est pas à l'abri que demain, ça soit 100. En espérant qu'on aille sur une tendance plutôt décroissante sur le besoin et qu'on arrive à mieux recycler. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas sur la partie manufacturing. Dernière petite question pour vous. On voulait avoir votre avis sur cette photo. Savoir selon vous, c'est la réponse 1, 2, 3 ou 4. J'en dis pas plus, mais ça fait un peu le lien avec ce que je vous disais auparavant, notamment avec les terres rares. Je vous laisse peut-être 10 ou 15 secondes. Je vais faire une analogie qui va sûrement vous aider, mais une analogie qui vient de Jean-Marc Jancovici. En gros, l'objectif, enfin, il compare en fait l'industrie minière à un peu la chasse aux œufs de Pâques. C'est-à-dire que, au début, vous n'allez quand même pas vous embêter. Vous allez prendre les œufs les plus exposés, les plus faciles d'accès, les plus gros. Et puis petit à petit, vous allez chercher vous allez traverser un buisson, vous allez chercher des petits œufs. Enfin, l'effort va être beaucoup plus conséquent pour retirer une quantité de matière bien moindre. Et là, c'est exactement le principe qui a été illustré par l'artiste. Donc, c'est effectivement un photomontage, et bravo pour vos réponses. Donc, la boule de cuivre que vous voyez, donc le cuivre est une matière de moins en moins productive, dans le sens où tous les gisements sont de moins en moins productifs en termes de matière. Donc voilà, là, il a représenté la matière retirée de toute la terre excavée autour de cette boule. Donc, vous voyez, c'est assez éloquent. Donc, on l'a bien compris, on a un problème de matière première, un problème d'utilisation d'eau, on a un problème de consommation. Mais en fait, c'est ça. Donc, le sujet, c'est que aujourd'hui, on consomme toujours plus de matériel, donc de téléphones. Vous voyez, c'est 1,5 milliard de téléphones vendus chaque année. Donc, c'est plusieurs téléphones par seconde. C'est des millions de serveurs configurés parce que, à la manière d'un Patrick Pouyanné qui va dire, oui, mais vous consommez le pétrole. Enfin, nous, on veut bien arrêter de produire du pétrole, mais vous consommez du pétrole. Là, c'est un peu pareil avec les clouds et les data centers. C'est qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup, par exemple, de Netflix, on consomme beaucoup de services digitaux de manière générale. Et donc, les hyperscalers, donc les Google, Azure et AWS, sont obligés de grandir, de grossir et d'avoir de plus en plus de serveurs et de matériel qui va justement servir cette infrastructure numérique. Pour autant, pour en rester sur les data centers, il y a de vrais efforts qui sont faits en termes d'efficience. Nous, souvent, quand on va discuter avec des clients, il n'est pas rare que basculer d'une infrastructure sur place à une infrastructure déportée, donc dans un cloud, que ce soit des hyperscalers ou autres, soit souvent avantageuse. La raison principale, c'est que dans le business model d'un fournisseur de services cloud, il y a la consommation énergétique. Et lui, il a tout intérêt pour que la consommation énergétique soit limitée au maximum. Donc, et notamment en fonction du pays dans lequel il est aussi. Donc là, vous voyez, c'est
c'est une capture d'écran issue d'Electricity Map. Je vous conseille, c'est un site qui est très bien fait, libre d'accès, en tout cas pour une partie des infos dont vous avez très certainement besoin. Et là, ça vous montre en fait l'intensité carbone des pays, des pays d'Europe en termes sur la production, enfin la consommation électrique, pardon. Donc là, si vous regardez, vous allez voir la France versus la Pologne, si on peut faire basculer sur l'animation les deux, voilà, les deux petits encarts. Donc là, vous voyez, on a un facteur 20 quasiment entre la France et la Pologne. Ça veut dire qu'en France, quand je consomme 1 kWh d'électricité, j'ai 43 grammes de CO2 qui sont émis. Et ben, vous avez compris, c'est le même scénario pour la Pologne, mais 20 fois pire. Donc voilà, il y a des vrais enjeux. Il faut prendre en considération où sont localisées vos opérations dans vos entreprises, souvent internationales, et donc bien jouer sur les différents challenges qui vous attendent, à la fois sur la construction du matériel, mais aussi sur la consommation électrique. Je finis sur les deux derniers sujets. Donc, maintenant, on a parlé des grands enjeux du numérique responsable, en tout cas de la pollution numérique. Comment ça se passe aujourd'hui dans une entreprise? Et je pense qu'Émilie en parlera mieux que moi, donc je serai rapide sur les 2 prochaines slides. Il y a un changement de paradigme qui s'opère dans les DSI. Avant, un département informatique avait un prisme uniquement performance et coût. C'était un centre de service, donc son objectif était de délivrer un service dans les meilleurs délais, la meilleure qualité, dans un coût maîtrisé. Avec l'avènement d'Internet est arrivé évidemment l'aspect sécuritaire, avec l'ouverture des réseaux, etc. Et de plus en plus, donc nous, on est assez bien placés pour le voir, notamment avec Axio, c'est que voilà, le Green IT devient une composante de l'analyse et de la gestion d'un système d'information. Donc, à savoir, on a des pressions des investisseurs, des collaborateurs, de la société de manière générale. Il y a des envies aussi de bien faire. Nous, on a beaucoup de clients dont ça vient vraiment de la part du DSI et des équipes. Donc, voilà, il y a vraiment un changement qui s'opère au sein de ces organisations. Et le deuxième sujet dont je voulais vous parler très rapidement, c'est les freins que nous, on identifie dans les entreprises généralement. Il y en a 3 principaux, concrètement. Le premier, c'est c'est compliqué d'avoir une vue à 360 parce que l'organisation IT, elle est silotée, elle a beaucoup d'outils, elle est éparpillée, atomisée, donc compliqué d'avoir cette vue à 360. Après, on a l'aspect, donc le fait qu'on n'ait pas vraiment d'outillage, donc difficile de prendre un sujet si on n'a pas des outils pour nous aider, pour comprendre où sont nos grands facteurs d'impact et sur quoi on doit se concentrer pour ne pas perdre de temps. Et le dernier sujet, donc, qui est, du coup, on n'a pas accès non plus à une collecte de données automatisée ou industrialisée. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on a identifié quand on faisait avant de lancer la startup Soft, c'est que les personnes qui géraient l'empreinte environnementale dans des entreprises devaient souvent solliciter tout un tas de personnes pour aller récupérer tout un tas d'informations auprès de tout un tas de fournisseurs et se retrouver avec des données avec une granularité un peu disparate, avec une précision qui est différente. Et donc, on se retrouve avec finalement un set de données qui n'est pas forcément super exploitable. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver au maximum d'industrialiser ça et à rendre ça le plus optimisé et sur le même piédestal pour tous les différents sujets autour du numérique. Voilà pour moi. Top. Et donc là, quand on voit tous ces enjeux, notamment opérationnels, la question qu'on se pose, c'est concrètement, comment on s'organise, comment on se met en ordre de bataille pour s'occuper de la décarbonation de son entreprise, pas uniquement de l'équipe, mais globalement de son entreprise. Et là-dessus, je pense que c'est intéressant d'avoir ton retour, Gwenaël, vu que là, ça fait maintenant votre 3e bilan carbone, et on parle d'une entreprise où le sujet n'existait pas au début, et maintenant on commence à avoir pas mal de choses en place. Donc, comment vous vous êtes organisé? Ouais, en fait, donc on a réalisé donc 3 bilans carbone, donc dont le premier donc suite à la signature du Climate Act. Et c'est vrai que pendant les 2 premières années, on a fait le bilan carbone, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Pour plusieurs raisons, En fait, la stratégie RSE était surtout gérée par l'équipe RH. Et en fait, la réduction, l'empreinte carbone de l'entreprise, c'est pas que l'histoire d'une personne qui est en charge de l'impact, mais c'est vraiment un projet d'entreprise. Et donc, on a donc là, depuis 2022,
fin 2022, on a créé plusieurs groupes de gouvernance qui justement travaillent ensemble en vue de la réduction de notre intensité carbone. Donc on va avoir un premier groupe qui est en fait issu d'un workshop qu'on a fait en interne, qui est le Green Committee, et qui va en fait regrouper des salariés de l'ensemble de nos bureaux et de nos départements, qui en fait du coup nous permet de mieux appréhender en fait les différences, on va dire, culturelles et entre nos différents bureaux, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose de se déplacer de chez soi pour aller au bureau quand on habite aux États-Unis que quand on est basé en Europe, où on a accès plus facilement à des transports en commun. Et donc ce Green Committee va se réunir tous les 2 mois pour discuter notre stratégie de réduction d'empreinte carbone. On va avoir en plus de ça, donc ça c'est assez récent, ça date de mi-2023, pour faciliter en fait la mise en action de ce qu'on a décidé. On a créé un groupe avec le COMEX, donc le COMEX Impact. Donc le COMEX se réunit avec l'équipe Impact, pardon. Donc on est 2, plus un membre du Green Committee et un membre du Social Committee, et on va décider ensemble des actions qu'on valide ou non. Et ensuite, de manière régulière, il y a également des meetings avec l'équipe IT. Un point qui n'est pas mentionné sur cette slide, mais a priori, donc, on a fait un premier test cette année en Amérique du Nord. Tous nos salariés, en fait, ont des objectifs dans leur performance review sociaux et environnementaux pour justement que tout le monde soit impliqué dans le projet d'entreprise. Et donc, cet objectif, il est lié au paiement du bonus en fin d'année. Et donc, le Green Committee, le COMEX Committee, Axio, le Senior Leadership Team, ont tous travaillé en fait cette année et ont listé un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en place en vue de la réduction de notre intensité carbone. Certaines idées ont été retenues, d'autres non. Mais en tout cas, ça a donné lieu à ce qu'on appelle, nous, la Green Roadmap. Donc, on a commencé à déployer en 2023 et qui sera également déployée en 2024. La Green Roadmap, elle va toucher différents aspects de notre empreinte carbone. Il va y avoir tout ce qui est lié à l'entreprise, donc aux salariés. Donc, sensibiliser nos salariés. Tous les mois, en fait, on organise des fresques du climat avec l'ensemble des nouveaux dans tous nos bureaux. On va organiser des campagnes de sensibilisation avec des quiz, des talks et autres. On va encourager les gens à venir au bureau avec des modes de transport peu émetteurs de carbone, vélo, transport en commun. On va également encourager comment dire ça? On va demander aux salariés de faire un peu plus attention à leur matériel IT. En fait, en l'espace de 2 ans, on a réussi à doubler la durée de vie d'un ordinateur, ce qui nous permet de réduire massivement notre empreinte carbone liée à l'IT. Et avec l'IT, on va également en fait mettre en place une charte avec un ensemble de bonnes conduites à avoir pour réduire son empreinte carbone. D'ailleurs, pour ceux qui participent à ce webinaire, n'hésitez pas à couper vos caméras. La planète vous dira merci. Ensuite, sur une autre partie, sur la partie service, en fait, on va déployer des nouveaux produits. On va, par exemple, mettre en place des outils de réduction de la taille des images, de la taille des vidéos, qui seront faits automatiquement dans vos newsletters. On va également permettre, en fait, aux clients, pour mieux appréhender leur empreinte carbone, d'avoir accès à une calculette carbone ou à un reporting carbone, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est sympa de former nos salariés, mais je pense qu'il faut également sensibiliser nos clients. Et donc, pour ce faire, on va créer sur la Brevo Academy du contenu lié à l'empreinte carbone, mais également comment réduire son empreinte carbone. Et on va également créer une page ESG dédiée. Et comme Julien l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un partenariat, l'empreinte carbone. C'est également comment on va travailler avec ses fournisseurs, comment on va choisir ses fournisseurs
et comment on... Et pour également aussi avoir des meilleures données, parce que c'est vrai que l'empreinte carbone, bah, on travaille encore beaucoup pour certaines données avec des suppositions. Donc, pour créer un partenariat avec nos fournisseurs, on va créer une politique d'achat responsable et de manière annuelle, on va les questionner sur leurs pratiques ESG. C'est à peu près tout, je pense, pour le moment. Et ce qui est intéressant, enfin, les deux choses que côté action trouve vraiment intéressantes dans Bordeaux, c'est un, le fait que ça soit pris au sérieux en termes de gouvernance, parce qu'en fait, on va pas se mentir, si c'est pas dans les fiches de poste des gens et qu'il n'y a pas des responsabilités et à la fin une partie des bonus, en fait, les choses vont jamais avancer aussi vite que nécessaire par rapport aux enjeux climatiques. Et ensuite, le fait que ça soit un vrai sujet cœur de métier produit. Si la sobriété numérique, c'est en permanence se rappeler de ne pas faire des choses ou d'éviter de faire des choses alors que tout est fait dans le design des apps pour nous amener à consommer, à émettre plus et à avoir des vidéos qui se lancent en permanence, on va pas y arriver. Il faut que ça soit dans le produit, qu'on ait de l'éco-conception et des usages les plus sobres possibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment top, qui est au cœur du réacteur. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un autre tour côté séquence. Je vais mettre le son quand même. Bonjour à tous. Oui, donc l'idée, c'est de vous montrer, enfin de vous illustrer ce qu'on a fait aussi en termes de Green IT chez Sequence. Pour ceux, pareil, qui ne connaissent pas, enfin, Sequence, on est un groupe international pharma. Enfin, vous nous connaissez tous parce que quand vous mangez de l'aspirine ou du paracétamol, il y a nous derrière. Mais voilà, donc on est issu de la chimie et on développe aussi des ingrédients pour la cosmétique. Avec une présence internationale. Et il y a 2 ans de ça, on s'est dit avec le DSI et avec quelques membres de l'IT que ce serait intéressant de développer justement et de sensibiliser, de développer une démarche numérique responsable. Et donc, pendant les premières briques de ce qu'on a fait, on s'est dit il faut sensibiliser déjà, nous sensibiliser, nous, les gens de l'IT. Donc, il y a 1 an et demi, enfin, l'été 2022, on a organisé, dans le cadre de notre séminaire, il y avait un atelier que j'ai organisé sur la fraise du numérique. Donc là, vraiment avec cette idée, pareil, de sensibiliser largement notre service. Et suite à ça, ou même en parallèle, on avait travaillé donc avec Julien sur Soft, avec cette démarche un peu de co-construction avec vous de la plateforme pour pouvoir justement mesurer notre empreinte carbone de notre numérique. Et on a fait aussi des actions de communication en interne, à des petits déjeuners et autres, et de construire ensuite un plan d'action. Donc déjà, première step, c'est pouvoir mesurer ça veut dire quoi en fait l'empreinte carbone du numérique et ça veut dire quoi chez nous, Sequence. Et en deuxième temps, avoir des leviers et prendre des actions pour essayer de la réduire. Sachant qu'aussi, juste une petite parenthèse, mais chez Sequence, comme je le disais, on est un groupe industriel donc dans la pharma. Très clairement, si on voit à l'échelle de l'entreprise, l'empreinte carbone au global, elle va être beaucoup plus sur nos sites industriels. Mais ceci dit, nous, on pense aussi que chacun a sa pierre à jouer et que le numérique a aussi des impacts, comme vous l'évoquiez au début. On voit que ça... Et les tendances ne sont pas forcément à la baisse. Donc voilà, on s'est dit que c'était... on avait aussi notre... un peu comme le colibri, notre petite pierre à jouer. Donc, en termes de scope, pour vous donner une idée, donc en 2022, on est parti sur 2 sites. Donc, le siège qui est à côté de Lyon et puis notre site, un petit site industriel qui est à Limoges. Et on est parti aussi au niveau du cloud sur une de nos plateformes, donc OCI, le cloud d'Oracle, et sur une partie, on va dire, des serveurs et du parc informatique. Et on a été plutôt content quand même du résultat. Donc, on s'est dit, on va étendre le scope pour avoir encore une mesure plus précise. Donc là, on a pris tout le périmètre France.
Donc, plus on a rajouté AWS aussi, qui est aussi un de nos gros fournisseurs. Enfin, on stocke beaucoup d'applications SaaS chez AWS. Et on a augmenté aussi notre parc de serveurs. Et donc, les leviers qu'on a identifiés avec Soft, avec l'équipe Soft, c'était vraiment de se dire, justement, comme on l'a évoqué juste avant, finalement, le plus gros impact, il est au niveau du matériel des collaborateurs. Donc, en gros, comment on peut jouer là-dessus? Donc, on va jouer là-dessus en rallongeant la durée de vie de ces matériels, en limitant aussi l'attribution des nouveaux matériels, pas systématiquement fournir, par exemple, en double écran tous les collaborateurs. Et puis en essayant de réduire la consommation énergétique associée. Donc, on va voir qu'on a des actions déjà qu'on met déjà en œuvre aujourd'hui. Par exemple, éteindre automatiquement les écrans des salles de réunion ou les vidéoprojecteurs, etc. Au niveau de l'infrastructure, c'est pareil. Le plus gros levier, il est sur allonger la durée de vie du parc. Donc là aussi, on a des actions en cours sur ce volet-là. Et puis aussi des actions au niveau du cloud. Donc là encore, c'est vraiment sur par exemple, le choix des data centers. Typiquement, on a avec certains de nos missions, on a des data centers qui sont en France et puis d'autres qui sont en Allemagne. Et là encore, comme on parlait Julien avant ou Laurent, on voit bien que ce n'est pas le même mix énergétique sur ces pays-là. Donc, voir comment, si c'est possible, de rapatrier ou d'être plus incitatif et de dire, nous, on voudrait que nos données, elles soient justement en France dans ces cas-là. Et puis, le dernier, c'est sur l'utilisation de la vidéo. Donc, Gwenaëlle en parlait aussi juste avant. Effectivement, il y a des actions là-dessus, même si... pour moi, là encore, le plus gros impact, il est vraiment sur le matériel, parce que quand on regarde là encore l'analyse du cycle de vie d'un ordinateur portable ou d'un téléphone ou autre, en fait, on a vraiment tous et tout intérêt à prolonger, à prendre soin de notre matériel et à faire qu'on l'utilise le plus longtemps possible. Donc, c'est un peu ça, c'est la logique et ce qu'on essaye de faire. Je ne sais plus s'il y avait un slide. Ah oui, voilà. Et puis, voilà, pour vous donner, là encore, je zoome, mais j'en ai un peu parlé avant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais en gros, les actions qui sont déjà en cours, on est vraiment déjà dans une démarche de recycler aussi nos matériels. Donc, on travaille avec une société qui s'appelle Brooke System, qui en plus a une autre casquette, on va dire, qui rentre dans la RSE, puisqu'ils font travailler des collaborateurs handicapés qui démontent justement le matériel et le remontent. Donc, on travaille avec eux et on est vraiment dans cette logique-là. On privilégie aussi des achats en France quand c'est possible. On est sur cette durée, sur toute cette notion d'allonger la durée de vie du matériel. Comme je disais, que ce soit à la fois le matériel collaborateur, mais aussi tout ce qui est infrastructure. De plus en plus aussi, on est dans la démarche de sélectionner des partenaires qui sont éco-responsables ou en tout cas et qui montrent aussi des bilans énergétiques, qui donnent des éléments sur leur consommation énergétique. Typiquement, on a eu un gros renouvellement. On a lancé un appel d'offres l'année dernière pour renouveler toutes nos imprimantes sur tout notre parc France. Et bien, ce sont des critères qu'on a inclus pour choisir notre partenaire. Je le disais aussi juste avant, on arrête maintenant automatiquement les écrans et les vidéoprojecteurs des salles de réunion la nuit. On ne l'a pas encore mis en place sur les ordinateurs parce que il y a déjà des notions aussi de time zone chez nous, plus aussi des personnes qui travaillent un peu en décalé. Donc, on n'est pas allé jusque-là, mais si on voulait aussi avoir des mesures un peu drastiques, ça pourrait aussi en être. Parce que pareil, réflexe que vous pouvez tous avoir, et qu'on n'a pas tous, je ne suis pas irréprochable non plus, mais est-ce que tout le monde éteint son ordinateur en partant ou le soir avant de se coucher? Je pense qu'on pourrait faire un sondage. Bref, donc là aussi, c'est des choses où en tout cas sur les salles de réunion où là, il n'y a pas d'impact, nous, c'est déjà effectif chez nous, on pousse l'arrêt automatique.
On a aussi des actions pour désinstaller les logiciels non utilisés. Donc là, je pense que ce sera aussi dans nos prochaines actions. Enfin, on le fait déjà. Là, par exemple, quand vous arrivez chez Sequence, on vous donne, vous pouvez demander des logiciels. Par exemple, vous pouvez avoir accès à Visio si vous le souhaitez. Et si au bout de 3 mois, il n'est pas utilisé, ben, automatiquement, le logiciel sera désinstallé. Pour éviter que là encore, en arrière-plan, ça consomme aussi CPU, RAM et autres, et que du coup, bah, ça génère de la pollution carbone alors qu'il n'y en a pas besoin. Et le dernier point, c'est ajuster les équipements aux besoins des collaborateurs. Et là encore, je pense que c'est un des prochains challenges, Julien, qu'on aura ensemble, d'aller jusque-là, jusqu'à vraiment justement savoir ce qui est utile, que ce soit en termes de matériel ou en termes d'application. Et puis aussi pouvoir justement ajuster et là encore stopper ce qui n'a pas lieu d'être ou qui consomme en back-office que l'utilisateur n'en a même pas conscience. Et là encore, sur la partie matérielle, ne pas systématiquement suréquiper, mais au contraire trouver les tailles d'écran qui vont bien en fonction du besoin ou autre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. En termes de... on va conclure rapidement sur en fait, tous ces éléments de Green IT, comment ça s'intègre dans une trajectoire bas carbone plus globale. Donc, je vais le faire juste en quelques minutes pour regarder un peu de temps pour les questions. Donc, déjà, on va définir ce que c'est une trajectoire bas carbone. Donc, si je lis les définitions, bah, ça va être c'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme. Et en parallèle, on a des contributions prévues à des projets de séquestration carbone. Quand on dit l'évolution prévue, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'entreprise va évoluer, elle va se développer. On le voit avec un Brevo, par exemple. On voyait bien que les émissions évoluaient ne simplement parce que l'entreprise est in scale-up et se développe fortement. Et il y a le plan de réduction d'émissions qui va essayer de lutter contre cette tendance à l'augmentation des émissions. Ensuite, on va prendre le bilan scope 1, 2, 3, parce qu'on voit bien que si typiquement on avait un data center en interne et qu'on le passe dans le cloud, bah, on passe du scope 1 au scope 3, du scope 2 au scope 3, pardon, parce qu'on a plus son électricité et les émissions restent. Du coup, il faut évidemment avoir les 3 scopes. Et on va essayer de regarder ça à court, moyen, long terme. Alors là, pour le numérique, c'est un peu contre-intuitif parce que 10 ans, c'est déjà une éternité. Mais il faut quand même se poser des questions de c'est quoi dans 3 décennies, il faut être dans un univers qui soit globalement soit neutre en carbone. Donc dès maintenant, ça peut avoir des impacts en termes de numérique, même si en vrai personne ne sait comment avoir un numérique parfaitement inscrit dans un monde neutre en carbone en 2050. C'est encore trop tôt pour le dire, ça n'empêche pas d'agir aujourd'hui. Et enfin, petite précision, on rentre pas plus en détail, mais quand on parle de séquestration carbone, c'est important de financer ces projets. Ça ne se soustrait pas aux émissions. Les émissions, elles ont lieu. C'est bien de capter du CO2 par ailleurs, mais les deux ont lieu physiquement et on ne peut pas faire de soustraction. Ensuite, si on regarde plus concrètement à quoi ressemble une trajectoire carbone, donc en fait, c'est pas juste une courbe, mais c'est plusieurs courbes. Il y en a même 3 ou 4. La première à gauche, c'est les émissions réelles, donc c'est la suite des bilans carbone qui se suivent d'une année sur l'autre, qui peut évoluer parce que notamment le périmètre peut évoluer. Ensuite, il y a une courbe business as usual. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'employés, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus d'ordinateurs, etc. Les émissions augmentent. Après, il y a les objectifs. Je veux être en ligne avec les accords de Paris. Ça veut dire que je dois baisser de 30, 40, 50% en 10 ans mes émissions. Ça, c'est un objectif. C'est important de se fixer des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite les atteindre. Donc, il faut faire le distinguo d'un point de vue intellectuel entre les objectifs et la trajectoire qu'on pense pouvoir effectivement atteindre avec des actions de réduction. Et on ne va pas se mentir, les actions de réduction entre 2035 et 2040 sur le numérique, on ne les connaît pas encore. Mais c'est pas grave, il faut au moins se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur les 1, 3, 5 ans à venir sur ces sujets et voir comment ça permet d'atteindre ou de tangenter autant que possible les objectifs de réduction des accords de Paris qui sont assez costauds. Donc voilà ce que va être une trajectoire. Et ensuite, si on va sur le sujet du numérique, le sujet qu'on a, c'est que cette trajectoire de décroissance, aujourd'hui, il n'y a pas de référence nationale qui a été définie. Il y a une stratégie nationale bas carbone qui a coupé l'économie en plusieurs morceaux. Le numérique, il est diffus entre plusieurs secteurs. C'est un peu de l'industrie, un peu de la production d'énergie parce qu'on consomme de l'électricité, il y a une partie déchets. Il n'y a pas une ligne numérique. Il y a des travaux en cours pour être capable d'affiner ça. De toute façon, vu la décroissance des différents secteurs,
il n'y a pas de miracle à attendre. L'ordre de grandeur de réduction, il est sûrement au moins à 30% d'ici 2030, c'est ce qu'indique le Shift Project, sachant que si on fait rien, les émissions elles vont plutôt augmenter et on l'a vu doubler ou plus à l'échelle d'une ou deux décennies. Donc on voit qu'il faut inverser une tendance à l'augmentation des émissions et que ça sert à rien de se dire est-ce que c'est moins 30 ou moins 35%. De toute façon, on voit qu'il y a déjà fort à faire pour y arriver. Si on regarde au-delà de la France, on a quand même des trajectoires qui existent au niveau international, donc les Science Based Targets qui font un peu référence, et eux, ils proposent moins 45% entre 2020 et 2030. À noter qu'il y a une partie consommation d'énergie, et on a vu que l'électricité en France est déjà décarbonée, donc ça peut expliquer que ça soit plus ambitieux au niveau mondial qu'au niveau français. Et ils sont fait l'effort d'essayer de couper le numérique en plusieurs morceaux, les matériels des utilisateurs finaux, les data centers, les réseaux fixes, les réseaux mobiles, les réseaux privés pour entreprises. Ok, on peut discuter si c'est moins 37 ou moins 45%, mais on voit que globalement, il y a un vrai effort structurel à mettre en place, comme avec les mesures qu'on a pu voir tant de gouvernance que de changement des pratiques, pour arriver à s'aligner sur ce type de trajectoire, parce qu'on ne va pas non plus arrêter d'utiliser des ordinateurs du jour au lendemain. Ça ne va jamais arriver. Et donc, dernier point, concrètement, cette trajectoire IT, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la trajectoire de l'entreprise. Donc là, il y a la fonction IT qui est un des métiers. Il y a aussi la logistique, les achats, les bâtiments, les déplacements, etc. Donc, c'est important de ventiler la trajectoire de son entreprise par métier pour qu'ensuite chaque direction, typiquement la DSI, ait son ownership. Ça renvoie au sujet de gouvernance qu'on évoquait. Et ensuite, la DSI peut être plus granulaire dans ses analyses et se dire c'est quoi les drivers des émissions, c'est quoi ce sur quoi on va pouvoir travailler. Typiquement, de manière simple, c'est couper en deux les équipements collaborateurs et l'IT métier. Et l'équipement collaborateur, il y a le sujet, la fabrication du matériel, c'est sûrement l'essentiel. Du coup, faire durer plus longtemps le matériel. Consommation d'énergie, ça va dépendre des pays. Il y a quand même des pays où l'électricité verte a du sens. Et il y a des sujets d'infogérance, de maintenance, où il faut travailler avec ses fournisseurs si on ne l'a pas déjà en interne. Et idem côté IT métier. Si on passe de serveurs en interne, on-premise, vers du cloud, il y a un effet de bascule. Il faut s'assurer qu'on va vers du cloud qui est avec des faibles émissions, car de l'électricité décarbonée. Et on a des sujets également sur le réseau et sur les partenaires avec qui on travaille. Il y a un gros sujet de comprendre ces partenaires informatiques, quelle est leur empreinte carbone, et s'assurer qu'ils n'ont pas des déplacements inutiles, parce que on pourrait travailler plus efficacement ensemble. Donc ce travail d'épiler, de ventiler par métier, et ensuite chaque métier s'approprier les sujets et voir quels sont les drivers business, c'est ça vraiment faire un travail de trajectoire carbone. Et chaque métier va devoir le faire et être familier avec ces outils si on veut collectivement y arriver. Donc voilà, c'était conclusion un peu rapide. Il nous reste quelques minutes et si besoin, on peut déborder. Je vois qu'il y a quelques questions qui restent dans le chat. Et sinon, n'hésitez pas à en poser d'autres. Alors, je regarde un spectateur anonyme qui a posé une question. Il remarque que la majorité de l'impact du bilan carbone est centré sur l'empreinte carbone de l'utilisation des produits, très dépendant de l'utilisation qui est faite par vos clients. Avez-vous déjà mesuré l'impact des mesures d'éducation de vos clients? Paraissent-elles suffisantes? Alors, c'est un sujet assez avancé. Côté action, on sait que nos clients communiquent auprès de leurs clients pour typiquement choisir entre deux produits, enfin, c'est peut-être moins sur le numérique que sur d'autres produits plus matériels, où on va proposer des alternatives, des produits potentiellement moins carbonés. Sur le numérique, c'est des sujets qui sont plus compliqués, mais typiquement sur lesquels Brevo travaille, en voulant proposer, et là, Gwen, je peux te laisser commenter, une version un peu plus sobre de l'interface et être capable de mesurer combien de clients préfèrent cet usage, mais peut-être que tu as d'autres éléments à apporter là-dessus. Non, mais par contre, en fait, donc nous, en tout cas, les mesures d'éducation sur la plateforme, elles n'ont pas encore été mises en place. C'est les choses qu'on va mettre en place en 2024. Mais par contre, je pense que c'est évident pour nous qu'on va justement décider quels vont être les KPI qu'on va lier à ces changements sur la plateforme pour voir si, en effet, ces différents changements sont un succès ou non. Et je vois qu'il y a une autre question de Sylvain
Quel type de mesures sont prises pour... donc là, c'est pour séquence, donc bon, je l'ai dit juste. Quel type de mesures sont prises pour allonger la durée de vie des appareils chez Sequans? Louez-vous une partie de votre parc? Avez-vous considéré de travailler avec des appareils et laptops modulaires? Alors, sur la première question, enfin, sur le premier point, alors, pardon, je reprends, je la revois plus la question, elle avait disparu, mais même si vous l'avez lu, mais c'était est-ce que Quel type de mesures sont prises pour allonger la durée de vie et alors notamment location? typiquement là-dessus, avant on était dans une notion de l'appareil il est garanti pendant 3 ans, donc on change le laptop dès que voilà on arrivait en fin de garantie, le laptop bingo on le change. Donc là maintenant on n'est plus du tout dans cette logique justement comme je disais. Donc déjà il y a cette mesure-là qui est on va essayer de prolonger un maximum. Ensuite, on loue une partie. Oui, je pense qu'il y a une partie qui est louée, mais le gros est quand même acheté. Et puis, la dernière question, j'ai ma batterie qui C'était fait. sur des laptops modulaires. Oui, on en a aussi. Vous parlez un peu des tablettes hybrides. On en a aussi, mais qui sont dédiées vraiment à des métiers en particulier pour des besoins bien précis. J'espère que ma batterie va tenir. Ce serait le clap de la fin. Alors, je ne sais pas s'il y a... donc, merci, Émilie, pour les éléments. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est pile dans le timing. Merci à Bien. tous. J'espère Pas d'autres que... questions. Du coup, on va pouvoir clore le webinaire. Et merci à tous. Vous aurez le support de présentation et le replay qui vous sera également partagé par email.